Bon, d'abord, je crois qu'il faut souligner qu'il y a de la démocratie partout, ou presque partout en Amérique latine, donc ce début du XXIe siècle est très différent du début du XXe siècle, si on remonte en arrière. Et par ailleurs, si on compare l'Amérique latine au reste du monde, c'est quand même le continent de la démocratie. Enfin, il y en a beaucoup moins en Afrique, il y en a beaucoup moins en Asie. Donc il faut quand même pas perdre de vue cette situation globale de présence d'un continent démocratique, entièrement démocratisé. Alors cela dit, c'est vrai que dès qu'on se penche sur l'État, puisque c'est la question de la démocratie, le diagnostic il est assez sombre, puisque selon la plupart des indicateurs qu'on utilise aujourd'hui dans la littérature, l'État n'est pas satisfaisant. Il y a des graves problèmes dans la plupart des pays, plus accentués dans certains pays que dans d'autres. Mais enfin, si on prend surtout les libertés publiques, l'état de droit, mais aussi des critères plus sociologiques, comme les inégalités sociales, les conditions d'exercice de la citoyenneté, etc., il y a certains pays qui sont à la limite d'être des pays autoritaires. Alors, bon, c'est pas complètement nouveau, puisqu'il y a pas loin de bientôt 20 ans, j'ai écrit un livre qui portait pour titre La démocratie dégradée, parce qu'on voyait déjà à l'époque que les démocraties qui étaient en train de s'installer et de se consolider n'étaient pas des démocraties très développées, avec disons, un certain nombre de respects, de critères essentiels qui définissent la démocratie, mais je pense que ces critères que j'avais utilisés à l'époque, aujourd'hui, si on les reprend, ils se sont pratiquement tous aggravés, en sorte que certains pays aujourd'hui sont vraiment à la limite de ce qu'on peut considérer comme un régime démocratique. Évidemment, on pense au Venezuela, on pense au Nicaragua, il y a des atteintes aux libertés publiques, il y a des atteintes à l'état de droit, la liberté d'informer, la liberté de la presse, on en parle beaucoup en Équateur, par exemple, la liberté de se réunir, de manifester, les conditions d'organisation des élections sont parfois très précaires, donc on peut questionner, et aujourd'hui, il y a un certain nombre de pays en Amérique latine dont on ne sait plus très bien, ils sont dans une espèce de zone grise, et on ne sait plus très bien si on a des démocraties qui ne sont pas libérales, s'il n'y a pas de liberté publique, ou si on est complètement dans des régimes autoritaires avec des violations flagrantes de l'état de droit. Moi, je pense que le fameux virage à gauche de l'Amérique latine, il est surtout dû à un rejet de la décennie qui a précédé, c'est-à-dire la décennie, ou les deux décennies qui ont précédé, c'est-à-dire la décennie néolibérale, cette longue et obscure nuit du néolibéralisme, comme dit le président Correa en Équateur, qui a disons, aiguisé les problèmes d'inégalité sociale en particulier, qui a fait progresser la pauvreté, et qui fait qu'il y a eu un rejet généralisé dont la gauche a profité. Je ne pense pas qu'il y ait eu un attrait si enthousiaste que ça pour les programmes défendus par la gauche. C'est plutôt un rejet, c'est plutôt résiduel. Enfin, c'est mon analyse, hein. D'autres auteurs avancent d'autres hypothèses. Mais je pense que la gauche, c'était finalement une force politique qui n'avait pas vraiment gouverné à l'échelle nationale. La gauche avait beaucoup gouverné les collectivités locales dans les années 80-90, et que donc la gauche est apparue comme une force politique crédible, avec des propositions intéressantes pour ce qui est des questions sociales en particulier, et une force politique relativement neuve dans beaucoup de pays, pas trop impliquée dans le consensus de Washington, mais aussi la corruption, etc. Et que donc les électorats ont décidé de donner leur chance à la gauche. Et moi, j'analyse ça plutôt comme quelque chose d'assez réactif face aux excès du néolibéralisme. Alors, si on prend l'expression au pied de la lettre, c'est-à-dire est-ce qu'on a une classe politique qui est professionnalisée, où le métier politique s'exerce dans de bonnes conditions, etc. Moi, je dirais que ça fait partie des indicateurs de mauvaise qualité de la démocratie aujourd'hui en Amérique latine, parce qu'on n'a pas une professionnalisation très avancée. Alors, il y a pas mal de raisons à cela. La première étant qu'il y a beaucoup d'alternance politique, et que donc il y a tout un personnel politique qui est évacué dès lors qu'il y a une alternance, puisque beaucoup de pays pratiquent le spoil system, donc il y a un renouvellement complet des cadres politiques, des élites politiques au pouvoir quand il y a une alternance sérieuse, surtout quand elle va de la droite à la gauche, avec le virage à gauche. Hein. Et donc on a vu arriver au pouvoir, c'est vrai, des gens qui n'étaient pas des professionnels, qui n'avaient jamais vraiment gouverné, qui ne connaissaient pas bien la gestion publique, et qui ont parfois fait preuve d'un peu d'amateurisme ou de démagogie, et qui ont accentué un certain nombre de problèmes
concernant la gestion des affaires publiques dans un certain nombre d'États. Donc il y a un vrai problème de professionnalisation, de niveau même, je dirais, de certaines classes politiques dans les pays, qui fait que bon, on observe des problèmes de gouvernabilité assez évidents quand on a affaire à des gens qui n'ont pas vraiment d'expérience dans les affaires publiques. Indiscutablement, pour moi, il y a beaucoup de populisme en ce moment en Amérique latine, il y en a toujours eu. On a parlé de néo-populisme dans les années 90, maintenant il faudrait parler de néo-néo-populisme parce que il y avait du néo-populisme néolibéral dans les années 90, maintenant il y a du néo-populisme plus à gauche, alors ça serait peut-être un néo-néo, enfin bon, on s'y perd un petit peu, mais peu importe. Il y a toujours du populisme dans la région, c'est à mon avis indiscutable, ce qui en fait un des traits majeurs de la vie politique latino-américaine, puisque finalement on trouve du populisme, quelle que soit l'orientation idéologique ou politique des gouvernants. Et il y a ce réflexe populiste qui est un réflexe de démagogie, qui est un réflexe de lien direct avec le peuple sans intermédiation politique, et forcément qui est une donnée explicative de la crise des partis politiques aussi, parce qu'on voit des dirigeants à l'image de Correa par exemple en Équateur qui incarne bien cette idée qu'il faut mettre un terme à la partidocratia, cette mainmise des partis politiques sur la vie politique. On fait table rase et c'est le leader qui s'adresse directement au peuple. Aujourd'hui, grâce à la télévision, on parle des télépresidentes, donc le contact direct avec le peuple, cette impression qui est donnée au peuple qu'on peut gérer un pays en direct, en temps réel, à la télévision, en limogeant un ministre, en répondant directement aux demandes de la population qui viennent interpeller un président et le président qui prend une décision. Donc ça c'est un petit peu cette méthode populiste de la gestion en direct et en se passant des partis politiques ou des organisations partisanes qui pourtant sont au cœur de la démocratie. Donc si on en revient à l'état de la démocratie, on voit bien que la dimension représentative de la démocratie, elle est battue en brèche par ces réflexes populistes qui consistent à faire croire aux populations qu'on n'a pas besoin des partis qui sont nuisibles, qui sont corrompus, qui font perdre du temps, etc. Donc c'est une donnée forte et aujourd'hui elle est accentuée, je pense, par cette volonté qu'ont plusieurs dirigeants de faire avancer les choses, de réformer, et donc ils n'ont pas le temps de s'embarrasser trop de débats démocratiques dans les assemblées parlementaires, parce qu'ils sont un petit peu pressés et ça ressent cette espèce d'urgence de réformer vite et en profondeur les pays. Et ça se fait de façon assez démagogique, assez populiste, je trouve, dans beaucoup de pays. Oui, indiscutablement, ça fait partie des tâches à accomplir parce que il y a eu des progrès. Il y a eu des progrès pendant les années 2000, parce qu'il y a eu de la croissance économique, parce que beaucoup de pays ont réussi à réduire les niveaux de pauvreté et d'inégalité, c'est une première en Amérique latine. Et du coup, on peut dire qu'il y a plus d'égalité citoyenne. Le gros problème de l'Amérique latine, c'était les citoyens de deuxième zone, en quelque sorte, tous ces gens qui vivaient dans l'économie informelle et qui ne pouvaient pas exercer leurs droits civiques dans les mêmes conditions que les catégories moyennes ou supérieures. Donc, avec la réduction des inégalités, on voit entrer un certain nombre de catégories de la population dans le monde plus formel, le monde du droit. Et ça se traduit par un exercice de la citoyenneté de meilleure qualité, avec de la participation électorale, parfois avec la participation à des dispositifs de démocratie participative, à l'échelle locale en particulier. Et donc on peut dire qu'avec la réduction des inégalités, les bases sociales de la démocratie sont un peu plus solides, donc il y a un réel progrès. Cela dit, c'est pas pour autant qu'il y a des niveaux de participation électorale en hausse, par exemple. Il n'y a pas d'équivalent entre la réduction des inégalités et la hausse de la participation électorale. Et donc, si on prend l'exercice du droit de suffrage, il n'a pas complètement progressé. Beaucoup de pays ont le droit de vote obligatoire, donc les données sont un petit peu faussées. Mais ailleurs, on peut continuer à dire aujourd'hui qu'en Amérique latine, il y a des citoyens de deuxième catégorie, et que malgré les progrès, l'Amérique latine reste une région extrêmement inégalitaire, la plus inégalitaire au monde, et que le principe de l'égalité citoyenne et de l'égalité entre citoyens face à la participation politique
c'est un principe qui est très mal respecté, et ça fait partie de ces éléments qui permettent de dire que la démocratie n'est pas de très bonne qualité en Amérique latine. Le trafic de drogue, pour moi, c'est une donnée fondamentale. C'est un cancer qui vraiment ronge l'Amérique latine et tous les pays. Je crois qu'il n'y en a pas un seul qui fait exception, parce que soit ils sont producteurs, soit ils servent de transit, soit ils servent de blanchiment, mais ils sont tous à un degré ou à un autre affectés par ce cancer qui les ronge, et qui fait qu'effectivement l'exercice de la démocratie est difficile, parce que quand il y a du narcotrafic, il y a plus de violence, qu'il y a beaucoup d'argent, donc beaucoup de corruption, la vie politique souvent qui est financée avec l'aide des narcotrafiquants qui blanchissent l'argent en finançant des campagnes électorales. Donc le narcotrafic, ça affecte la qualité, encore une fois, en revenant à cette notion de la démocratie. Je ne pense pas que ça la mette en péril, sauf des situations extrêmes à une échelle locale, par exemple, dans certaines régions du Mexique, où là, on peut dire qu'il n'y a plus d'état de droit et que les autorités qui sont démocratiquement élues ne gouvernent pas, en fait, puisqu'il y a des bandes criminelles qui, en fait, se substituent aux autorités élues et qui gouvernent, de fait, certaines régions du Mexique. Mais on ne voit pas ça à une échelle nationale. On parle souvent de narco-État ou d'État en faillite, etc., mais c'est peut-être un peu excessif. Et en tout cas, l'exercice de la démocratie représentative continue à avoir du sens pour beaucoup d'électeurs. Mais il y a cette menace qui pèse, et encore une fois, au Mexique, mais aussi en Amérique centrale, au Guatemala par exemple. On sait à quel point le narcotrafic est puissant. Enfin, il est très influent dans le monde politique, dans le monde économique, dans le monde social aussi. Et par conséquent, là, on est aussi dans une situation presque limite, où on a l'impression que la démocratie est sous la dépendance des narcotrafiquants. Mais ce sont des situations extrêmes, qu'on trouve quand même en Amérique centrale, au Mexique, et moins dans le cône sud du continent. Cela dit, aucun pays d'Amérique latine n'a trouvé la recette. On a un vrai problème d'action publique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de lutter contre le narcotrafic? C'est très très difficile, et par conséquent ça va rester encore pour des années une menace réelle. Bon, je crois qu'il y a toute une série d'aspects qui sont, je dirais, qui relèvent du droit, des législations. En matière électorale, par exemple, il y a des distorsions à peu près partout, qui fait que les élections ne se déroulent pas forcément dans de bonnes conditions, et après, elles sont difficiles à interpréter. Je donne un exemple, il y a eu des élections pour le pouvoir judiciaire, c'est une grande première en Bolivie, récemment. Beaucoup de journalistes ou d'analystes ont conclu de ces élections que c'était une victoire de l'opposition parce qu'il y avait eu un fort taux d'abstention et l'opposition avait appelé à voter blanc ou nul ou à s'abstenir. Or, ils ne sont pas allés regarder forcément les conditions techniques du vote, parce que les Boliviens avaient à choisir, et ils avaient une papelette, ils avaient un bulletin de vote où il y avait une centaine de noms, quelque chose de très grand, très compliqué. Et les individus ne connaissaient pas en plus les noms des candidats, donc ils étaient vraisemblablement complètement perdus face à cette élection qui est en plus nouvelle, ils ne savaient pas vraiment pourquoi ils votaient. Rien que cette donnée-là permet d'expliquer pourquoi il y a sans doute eu beaucoup de bulletins nuls. Et ce n'est pas forcément que les gens ont suivi les instructions de l'opposition. Donc il y a des problèmes d'organisation, il y a des problèmes de loi électorale, parfois il y a des lois qui sont compliquées, il y a des conditions qui sont parfois extrêmement compliquées, et qui fait que ça ne se déroule pas dans des conditions qui sont optimales. Donc, bon, ça c'est un exemple, la législation électorale, où il y a beaucoup d'améliorations, mais il y en a d'autres. On parle beaucoup depuis quelque temps déjà de la loi sur les médias, le contrôle des médias, la liberté d'information, etc. C'est vrai qu'il y a ici beaucoup à faire. Il y a une loi par exemple qui a été adoptée en Argentine qui est assez intéressante, mais qui a été présentée par l'opposition comme une loi contre les principaux empires médiatiques qui existent dans ces pays. Enfin, il y a des situations parfois où il y a des monopoles économiques sur le monde des médias qui sont pas normales, qui dans nos pays feraient l'objet d'une législation anti-monopole, etc. Donc, bref, il y a toute une série d'améliorations possibles qui relèvent simplement, je dirais, de la législation
et qui permettent d'améliorer des détails, mais qui peuvent être importants. Après, il y a les conditions économiques et sociales dans lesquelles fonctionne la démocratie, que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire lutter contre les inégalités. C'est une façon de lutter pour l'amélioration du fonctionnement de la démocratie. Donc là, il y a manifestement encore beaucoup de progrès à faire. Il y en a qui ont été faits, mais ils sont insuffisants, et l'Amérique latine reste un continent très inégalitaire. Donc il faut avancer pour pouvoir donner de la substance au principe d'égalité citoyenne dans les pays. Et puis il faut essayer de lutter contre la violence, parce que la violence, la délinquance, l'insécurité, c'est aussi quelque chose qui rend un petit peu fictive cette idée d'égalité citoyenne, hein, quand vous avez une situation d'extrême tension sociale. C'est difficile d'organiser un débat démocratique, une délibération démocratique apaisée et sereine quand vous avez des affrontements. Donc, par conséquent, il y a beaucoup de choses qui peuvent être améliorées. Des progrès ont déjà été réalisés, il faut quand même toujours le rappeler, parce que bon, on se souvient de ce qu'était l'Amérique latine il y a encore 30 ans ou 50 ans, on est vraiment dans un autre monde, donc il ne faut jamais non plus dresser un panorama trop sombre. Mais enfin, on est toujours plus exigeant, c'est normal, en matière démocratique, et on voit bien qu'il existe un grand nombre d'améliorations possibles et pas si difficiles à mettre en œuvre.